Mes parents ont gelé l'intégralité de mon fonds d'études 30 minutes avant le moment où je devais emménager dans mon dortoir à l'université de Riverside. Ils pensaient me donner une leçon sur la loyauté familiale et sur le fait de rester à ma place. Ils n'avaient aucune idée que j'avais secrètement. Je m'appelle Amber Mitchell, j'ai 18 ans et je vis avec ma tante et mon oncle depuis l'âge de 8 ans, époque à laquelle mes parents sont morts. Ma vie a changé pour toujours quand j'avais 8 ans. Une nuit de pluie, mes parents, Elise et Frank Mitchell, ne sont jamais rentrés de leur dîner d'anniversaire de mariage. L'appel est arrivé à 23h42. Un conducteur ivre avait franchi le terre-plein central. Au matin, j'étais une orpheline aux joues trempées de larmes, serrant le médaillon en argent de ma mère tandis que des travailleurs sociaux parlaient à voix basse avec ma tante Stéphanie et mon oncle Greg. « Tu vas habiter avec nous maintenant, ma chérie », m'avait dit ma tante Stéphanie, son bras autour de mon épaule. « Nous allons nous occuper de tout. » Au début, ils semblaient être des sauveurs. Ils m'ont donné l'ancienne chambre de mon cousin Tyler. Il n'avait que 5 ans à l'époque et était ravi de partager la chambre d'amis avec ses jouets. Mon oncle Greg m'a construit une magnifique bibliothèque en chêne. Ma tante Stéphanie m'a aidé à installer mes peluches exactement comme elles l'étaient chez moi. Durant ces premiers mois, il parlait souvent de mes parents. « Ta maman serait tellement fière de ton courage » ou « Ton papa adorait ce livre lui aussi ». Il gardait des photos de mes parents dans le salon et m'emmenait sur leur tombe tous les dimanches après l'église. Je m'estimais chanceuse malgré tout. Les choses ont changé progressivement. À l'époque de mes 10 ans, les mentions de mes parents se sont faites rares. Quand je posais des questions sur eux, ma tante avait un regard crispé. « Concentrons-nous sur le présent, Amber. Il ne voudrait pas que tu te focalises sur des choses tristes. » Vers cette époque, j'ai entendu pour la première fois mon oncle et ma tante discuter de la police d'assurance vie de mes parents. Plus de 300 000 $ avaient été laissés en fiducie pour moi, avec ma tante et mon oncle comme fiduciaires jusqu'à mes 18 ans. La moitié était spécifiquement destinée à mes études universitaires. C'est juste là, à ne rien faire, j'ai entendu mon oncle Greg dire un soir alors qu'il me croyait endormi. Nous pourrions agrandir l'entreprise avec un tel capital. La fiducie est pour l'avenir d'Amber, avait répondu ma tante Stéphanie, mais sa voix manquait de conviction. Mitchell's Custom Furniture était une petite entreprise du vivant de mes parents, juste mon oncle Greg et 2 employés dans un atelier derrière leur maison. Avec l'argent de mes parents, ils ont loué une salle d'exposition au centre-ville et ont embauché 5 autres artisans. À l'âge de 12 ans, l'entreprise était florissante. « Tu devrais être fier », m'a dit mon oncle Greg lors de ma première visite à la salle d'exposition. « Tes parents nous aident à construire quelque chose de spécial. » À 14 ans, j'ai commencé à travailler au magasin après l'école et les week-ends. Au début, j'étais enthousiaste. Cela me semblait être un lien avec mon père, qui adorait le travail du bois. Je répondais au téléphone, classais les papiers et j'ai fini par apprendre à utiliser le logiciel de comptabilité. Contrairement à mon cousin Tyler, qui recevait de l'argent de poche pour ses corvées de base, mon travail était considéré comme une contribution à la famille. Nous te nourrissons, t'habillons et te logeons, me rappelait ma tante Stéphanie chaque fois que je parlais d'un salaire. Nous économisons pour ton avenir, Amber. L'université coûte cher. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé plus d'informations sur mon fonds universitaire. Mon oncle Greg m'a montré un tableur avec une ligne intitulée « Fonds d'éducation d'Amber ». 152 476 $ et 33 cents. Nous avons été prudents avec les investissements, a-t-il expliqué. Quand tu seras prête pour l'université, cela couvrira 4 ans dans une bonne école. Après cela, j'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai maintenu une moyenne parfaite de 4.0 GPA, j'ai participé à toutes les activités parascolaires susceptibles de renforcer mes dossiers de candidature et j'ai continué à travailler 20 heures par semaine au magasin. Ma vie sociale en a souffert, mais je gardais les yeux fixés sur mon objectif. M'échapper. Quand ma lettre d'admission à Columbia est arrivée avec une bourse partielle, les félicitations de ma tante Stéphanie ont semblé forcées. Mon oncle Greg a immédiatement calculé ce que seraient les coûts restants. New York coûte cher, a-t-il prévenu. Ton fonds couvrira les frais, mais il ne restera plus grand-chose pour des études de 2e cycle. Je verrai cela plus tard, ai-je répondu, trop heureuse pour le laisser gâcher ma joie. À l'approche du jour de l'emménagement, j'ai senti la tension monter. Ma tante a oublié de m'emmener acheter des fournitures pour ma chambre universitaire jusqu'à ce que je le lui rappelle 3 fois.
Mon oncle Greg a commencé à mentionner à quel point il manquerait de personnel sans moi. Tyler, maintenant âgé de 15 ans et aussi égocentrique que n'importe quel adolescent, était le seul à sembler sincèrement heureux pour moi. « Rapporte-moi un sweat de Columbia », m'a-t-il demandé. « Les filles à l'école trouveront ça cool. » 2 semaines avant le départ, j'ai abordé le sujet de l'accès à mon fonds d'études. Nous devrons bientôt transférer l'argent pour les dépenses du premier semestre, ai-je mentionné pendant le dîner. Mon oncle Greg s'est raclé la gorge. Discutons ce week-end. Je dois d'abord organiser de la paperasse. Le week-end est passé sans aucune discussion. Puis ce fut la dernière semaine et toujours aucun plan concret pour transférer l'argent. Un nœud d'anxiété s'est formé dans mon estomac, mais je l'ai refoulé. Il n'allait pas réellement m'empêcher d'y aller. Il parlait de mes études universitaires depuis des années. La veille du jour de l'emménagement, nous avons eu un dîner spécial avec mes plats préférés. La conversation est restée superficielle. Ma tante m'a demandé si j'avais emporté assez de vêtements chauds pour l'hiver new-yorkais tandis que mon oncle m'a rappelé d'être prudente dans le métro. Personne n'a mentionné l'argent. Je me suis couché ce soir-là avec mes valises prêtes près de la porte et un sentiment d'inquiétude grandissant. Pourtant, je me suis endormi en rêvant d'amphithéâtre, de nouveaux amis et de construire enfin, une vie qui m'appartiendrait vraiment. Le jour de l'emménagement s'est levé, radieux et clair. Je me suis réveillé tôt, trop excité pour dormir après 6 heures du matin, et j'ai vérifié mes listes de bagages une dernière fois. Le trajet jusqu'au campus devait prendre environ 3 heures. Mais avant cela, nous devions nous arrêter à la Northeast Community Bank pour retirer les fonds nécessaires aux dépenses du premier semestre. Mon oncle Greg avait finalement mentionné l'air de rien, lors du petit déjeuner de la veille, que nous ferions un détour par la banque sur la route. Ma meilleure amie Megan est passée pour me dire au revoir. Nous étions inséparables depuis le CM1 et maintenant, elle partait pour l'université d'État tandis que j'allais à Columbia. Envoie-moi un message quand tu arriveras, m'a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Je veux voir des photos de tout. Tu viendras me voir en octobre, n'est-ce pas? J'ai acquiescé en retenant mes larmes. Rien au monde ne m'en empêcherait, a-t-elle promis. Quand Megan partit, j'ai remarqué que ma tante Stéphanie nous observait depuis la fenêtre de la cuisine, une expression indéchiffrable sur le visage. Elle s'est rapidement détournée lorsque nos regards se sont croisés. Mon oncle Greg a chargé mes valises dans leur SUV avec un silence inhabituel. Habituellement bavard sur tout, de la politique aux résultats sportifs, il répondait à mes questions par des grognements ou des réponses d'un seul mot. Ma tante Stéphanie s'agitait autour de moi pour me demander si j'avais pensé à ma brosse à dents, mon chargeur de téléphone, mes bottes de pluie, des questions auxquelles j'avais déjà répondu plusieurs fois. Tyler m'a fait une accolade timide. « N'oublie pas mon sweat », a-t-il marmonné, avant de se retirer dans sa chambre avec son casque de jeu. À 9h30, nous avons quitté l'allée. J'ai jeté un dernier regard sur la maison où j'avais passé les 10 dernières années. Ce n'avait jamais vraiment été un foyer, mais c'était le seul endroit que j'avais connu depuis la perte de mes parents. Malgré tout, un pincement de nostalgie m'a envahi. D'abord la Northeast Community, c'est ça, ai-je demandé pour confirmation alors que mon oncle Greg s'approchait de la bretelle d'autoroute. Il a échangé un regard avec ma tante Stéphanie. Oui, a-t-il dit après un silence un peu trop long. Nous nous arrêterons là-bas. Les 20 minutes de route jusqu'à la banque se sont déroulées dans un silence inconfortable. Je faisais défiler le programme d'orientation de Columbia sur mon téléphone, essayant de contenir mon excitation malgré la tension dans la voiture. Arrivé à la banque, mon oncle Greg s'est garé, mais n'a pas bougé tout de suite pour sortir. Au lieu de cela, il s'est retourné pour me faire face depuis le siège conducteur. Amber, il y a quelque chose dont nous devons discuter. Ce ton sérieux m'a glacé le sang. Ma tante Stéphanie regardait droit devant elle, ses mains crispées sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé, d'une voix faible. L'entreprise a dû faire face à des difficultés cette année, a-t-il commencé. Problème de chaîne d'approvisionnement, inflation, cela a été difficile. J'ai hoché la tête, attendant qu'il continue. Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour maintenir les choses à flot. Il s'est raclé la gorge. Ces mots n'ont pas fait sens tout de suite dans mon esprit. Temporairement, ai-je répété. Juste le temps que l'entreprise se stabilise, est intervenue rapidement ma tante Stéphanie. Peut-être un an environ. Un an, ma voix a monté. Mais je commence l'université aujourd'hui.
Là, maintenant. Le visage de mon oncle Greg s'est durci. Nous pensions que tu pourrais envisager de reporter d'1 an. Tu pourrais continuer à travailler au magasin et nous te paierions un vrai salaire. La réalité de ce qu'il disait m'a enfin frappé. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas d'argent? Le jour de mon emménagement? Allons, Amber, ne sois pas dramatique, a dit ma tante Stéphanie. Nous te demandons juste un peu de flexibilité. L'entreprise est aussi ton avenir. Mes mains ont commencé à trembler. Je dois vérifier le compte moi-même. Ce ne sera pas nécessaire, a commencé mon oncle Greg, mais j'ouvrais déjà la portière de la voiture. À l'intérieur de la banque, je me suis approché du guichet avec ma pièce d'identité et les informations de mon compte. Mon oncle Greg et ma tante Stéphanie sont restés dans la voiture. Je voudrais vérifier mon solde et faire un retrait, ai-je dit, en m'efforçant de garder une voix stable. La guichetière a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a froncé les sourcils. Je suis désolé, mais il semble que votre accès à ce compte ait été restreint. Restreint? Par qui? Les titulaires principaux du compte ont effectué des modifications hier après-midi. Elle avait l'air désolée. Vous n'êtes plus autorisé à effectuer de retrait. Hier après-midi. Pendant que je faisais mes valises, pendant qu'il me disait que nous nous arrêterions à la banque aujourd'hui. Je suis ressorti en trébuchant, totalement engourdi, et j'ai confronté ma tante et mon oncle qui étaient enfin sortis de la voiture. Vous m'avez retiré mon accès hier. Ma voix résonnait étrangement dans mes oreilles. Vous saviez depuis le début que nous ne venions pas ici pour retirer l'argent de mes études. Le visage de mon oncle Greg est devenu rouge. Allons, Amber, depuis combien de temps prépares-tu cela? Des larmes me brûlaient les yeux. Cet argent venait de mes parents, il était pour mes études. Baisse d'un ton, a sifflé ma tante Stéphanie, regardant autour d'elle sur le parking. Les gens nous regardent. Je m'en fiche. Mais même en le disant, toute mon énergie m'a quitté. Que pouvais-je faire? L'argent avait disparu. Mon rêve d'université s'évaporait sous mes yeux. Je suis remonté dans la voiture, j'ai claqué la portière et j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Il devait y avoir quelqu'un à appeler, quelque chose à faire. Mon oncle Greg et ma tante Stéphanie ont parlé à voix basse à l'extérieur pendant plusieurs minutes avant de me rejoindre. Le trajet de retour s'est déroulé dans un silence glacial. Une fois arrivé, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai appelé le bureau d'aide financière, mais on était samedi et je n'ai eu qu'une messagerie vocale. J'ai envoyé des emails désespérés au bureau des admissions et au service du logement étudiant pour expliquer ma situation. Quand je suis enfin sorti de ma chambre, mon oncle Greg m'attendait dans le couloir. J'ai réfléchi, a-t-il dit, sur un ton qui laissait entendre qu'il se montrait généreux. Nous pourrions t'aider à t'inscrire dans un collège communautaire pour cette année. Tu pourrais vivre ici, travailler au magasin et faire un transfert l'automne prochain quand les choses seront plus stables. L'audace de son offre m'a laissé sans voix. 10 ans de promesses brisées en un instant. Et maintenant, il pensait que nous pouvions faire un compromis. Je me suis retiré dans ma chambre sans répondre et j'ai sangloté dans mon oreiller. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, chaque sacrifice que j'avais fait, tout convergeait vers ce jour précis, et à présent, tout avait disparu. Vers 18 heures, mon téléphone a vibré, signalant un message de mon oncle Greg, nous devrions parler des prochaines étapes quand tu seras plus calme. L'entreprise a vraiment besoin d'investissement en ce moment. Tu devrais peut-être reporter d'1 an. Ce message, si méprisant envers mes rêves, si désinvolte face au vol de mon avenir, fut ce qui transforma enfin mon désespoir en détermination. Il contrôlait peut-être l'argent de mes parents pour l'instant, mais il m'en avait appris plus qu'il ne le pensait pendant mes années de travail dans leur entreprise. J'ai passé l'heure suivante à faire des recherches sur les prêts étudiants d'urgence et les possibilités de travail-études. J'ai calculé jusqu'où mes économies personnelles d'environ $3200 que j'avais réussi à mettre de côté grâce à l'argent de mes anniversaires et à de rares pourboires au magasin pourraient me mener. Pas assez loin, mais peut-être assez pour me rendre sur le campus et trouver la prochaine étape. À 20 heures, je suis sorti de ma chambre avec mes valises. J'y vais quand même, ai-je annoncé à ma tante et mon oncle sous le choc. Je vais trouver une solution pour l'argent. Ne sois pas ridicule, a ricané ma tante Stéphanie. Tu n'as pas les moyens. Regardez-moi faire. J'ai commandé un chauffeur avec mon téléphone, ignorant leurs protestations et leurs menaces. Alors que la voiture s'arrêtait,
mon oncle Greg a fait une dernière tentative. Si tu pars comme ça, ne t'attends pas à ce qu'on vienne te sauver quand tu auras échoué. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai jamais rien attendu de vous que je n'ai pas moi-même mérité. 3 heures plus tard, je suis arrivé sur le campus de Columbia avec 2 valises, un sac à dos et $3187 en poche. Mes mains tremblaient lorsque je me suis enregistré à la résidence universitaire, m'attendant presque à être refoulé, mais mon logement n'avait pas encore été annulé. Ma colocataire, Julia, était déjà en train de s'installer quand je suis entré dans notre chambre partagée. Son côté était une exposition coordonnée de literies de marqués de gadgets technologiques. Elle m'a accueilli chaleureusement, me proposant de m'aider avec mes sacs. Mes parents viennent de partir garer la voiture, a-t-elle expliqué. Ils nous emmènent dîner pour fêter ça. Toi et ta famille devriez vous joindre à nous. J'ai forcé un sourire. Ma famille n'a pas pu venir. Il n'y a que moi. Tant mieux, plus de champagne pour nous, a-t-elle ri. Mon père m'en verse toujours un verre en douce quand ma mère ne regarde pas, en déballant mes maigres affaires, j'ai réalisé que je ne pouvais dire la vérité ni à Julia ni à personne d'autre. Pas encore. L'humiliation était trop vive. À la place, j'ai envoyé un message à Megan, je suis arrivé sur le campus. Mais quelque chose de terrible s'est produit. Ma première semaine à Columbia s'est déroulée dans un tourbillon d'activités d'orientation, de cours d'introduction et d'anxiété constante au sujet de l'argent. Je souriais pendant les visites du campus et hochais la tête durant les séminaires de responsabilité financière, tout en calculant combien de temps mes économies dureraient avant que je ne me retrouve officiellement sans abri. Julia, ma colocataire, venait d'une famille extrêmement riche, le genre de milieu où le concept de limite de carte de crédit n'existait pas. Elle m'intégrait généreusement à ses sorties, insistant pour m'offrir des repas que je ne pouvais pas me payer. J'acceptais juste assez souvent pour éviter les soupçons, affirmant les autres fois que je n'avais pas faim. Le jour, je me présentais comme une étudiante de première année typique et enthousiaste. La nuit, après que Julia se soit endormie, je faisais des recherches obsessionnelles sur mes options. Le bureau d'aide financière s'était montré compréhensif, mais pas d'une aide immédiate. Des prêts d'urgence étaient disponibles, mais ils ne couvriraient qu'une fraction de ce dont j'avais besoin. Les postes de travail-études étaient déjà pourvus. J'ai postulé à toutes les bourses d'études ayant des dates limites de dépôt continu, mais les décisions ne viendraient pas avant des semaines, voire des mois. La 5e nuit, frustré et désespéré, je me suis souvenu de quelque chose. J'avais encore les identifiants de connexion du logiciel de comptabilité de l'entreprise, Fastbook Pro. Pendant l'été, j'avais géré la comptabilité fournisseur alors que leur comptable habituel était en congé maternité. Mon oncle Greg avait créé un profil d'utilisateur pour moi, mais ne l'avait probablement jamais supprimé. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai navigué vers le système basé sur le cloud, retenant mon souffle en saisissant mes identifiants. La connexion a fonctionné. Le cœur battant, j'ai commencé à explorer les transactions récentes. Au début, je cherchais simplement des preuves concernant mon fonds universitaire. Mais ce que j'ai découvert était bien plus troublant. Il n'y avait aucun compte distinct pour mon fonds d'études. Il n'avait jamais existé autrement que sous la forme d'une ligne d'écriture dans la comptabilité générale de leur entreprise, intitulée « Réserve d'éducation AM ». Et selon les registres, cette réserve diminuait progressivement depuis des années, au lieu d'augmenter comme le prétendait mon oncle Greg. Chaque réduction était codée comme un transfert interne, mais je ne voyais pas immédiatement où l'argent était allé. J'ai creusé plus profondément, naviguant à travers des couches de comptes et de sous-comptes, en suivant la piste de l'argent. Vers 2 heures du matin, j'ai trouvé. Au cours des 3 dernières années, à mesure que l'entreprise grandissait, ma tante et mon oncle avaient transféré des sommes considérables sur leur compte personnel. La description était toujours vague, distribution aux associés, ou prime de gestion, mais les montants étaient importants. Tout en prétendant que l'entreprise était en difficulté, ils avaient acheté un chalet de vacances au bord d'un lac à $249 000, un bateau à $68 000, et 2 voitures de luxe d'une valeur combinée de plus de $150 000. Tout cela en me répétant qu'il n'y avait pas assez d'argent pour mon éducation. Mes mains tremblaient de rage pendant que je téléchargeais les relevés et prenais des captures d'écran. Ce n'était pas juste une promesse non tenue. C'était un vol systématique. Je me suis souvenu de la remarque de mon oncle Greg sur les problèmes de chaîne d'approvisionnement et j'ai cherché dans l'historique des paiements des fournisseurs. L'entreprise était en retard de paiement auprès de plusieurs fournisseurs, mais pas en raison de difficultés financières.
Il prolongeait délibérément les délais de paiement pour libérer des liquidités destinées à des dépenses personnelles. À l'aube, j'ai fait une autre découverte capitale. Dans la section d'administration des utilisateurs, j'ai vu que mon profil figurait toujours sur la liste des utilisateurs autorisés de l'entreprise avec le rôle de gestionnaire de la comptabilité fournisseur. On m'avait accordé une autorité limitée pour effectuer des paiements allant jusqu'à $10 000 pendant mon travail d'été. Cette autorisation n'avait jamais été révoquée. Plus important encore, j'avais découvert something que j'ignorais jusque-là. L'entreprise possédait un compte d'exploitation joint à la First Regional Bank, distinct du compte de la Northeast Community où mon fonds universitaire était censé se trouver. Ce compte joint ne nécessitait qu'une seule signature autorisée pour les transactions. J'ai refermé l'ordinateur portable et j'ai pressé la paume de mes mains contre mes yeux qui me brûlaient de fatigue et de larmes contenues. Ce que j'envisageais était radical, potentiellement illégal, et représentait assurément une option extrême qui détruirait ce qui restait de ma relation avec ma tante et mon oncle. Mais ils avaient déjà anéanti cette relation lorsqu'ils avaient volé mon avenir. J'avais besoin de plus d'informations avant d'agir. Cet après-midi-là, j'ai approché l'assistant d'enseignement à la fin de mon séminaire de droit des affaires. J'ai un cas hypothétique, ai-je commencé prudemment. Si quelqu'un est désigné comme fiduciaire de fonds réservés à un but précis et qu'il utilise ces fonds à d'autres fins, est-ce légal? L'assistant, un étudiant de 2e année en droit nommé Marcus, a semblé intrigué. Cela dépend des termes de la fiducie et de la question de savoir si le fiduciaire a un pouvoir discrétionnaire. Pourquoi cette question? Juste par curiosité sur les limites du devoir fiduciaire, ai-je dit, en essayant de paraître académique plutôt que désespéré. Et si les fonds étaient spécifiquement destinés à l'éducation dans un testament? Dans ce cas, les utiliser à d'autres fins constituerait probablement un manquement au devoir fiduciaire, a-t-il expliqué. Le bénéficiaire pourrait potentiellement intenter une action en justice, même s'il est mineur. Marcus a penché la tête. Une fois qu'il n'est plus mineur, oui, il y a généralement un délai de prescription qui commence à courir à partir du moment où il atteint la majorité ou découvre le manquement. Il a scruté mon visage. Cela n'a pas l'air d'un cas hypothétique, Amber. J'ai forcé un rire. Je cherche juste à mieux comprendre les concepts. Ce soir-là, je me suis rendu à la bibliothèque de l'université et j'ai utilisé leur base de données juridiques pour faire des recherches sur le droit des fiducies. J'ai cherché une copie du testament de mes parents, qui aurait dû être versé au domaine public après l'homologation. Après plusieurs heures, je l'ai trouvé. La formulation était claire, 50% du produit de nos polices d'assurance vie seront détenus en fiducie pour notre fille, Amber Mitchell, pour être utilisés exclusivement pour ses dépenses d'études postsecondaires. Aucune disposition n'accordait à ma tante et mon oncle le pouvoir discrétionnaire d'investir ces fonds dans leur entreprise. Aucune disposition ne les autorisait à différer mon accès jusqu'à ce que cela les arrange. Ils avaient violé la fiducie. Ils avaient violé les souhaits de mes parents. Ils avaient violé la loi. Le lendemain matin, je me suis rendu à nouveau au bureau de l'aide financière, cette fois avec une explication concrète de ma situation. Je leur ai montré les preuves que j'avais rassemblées concernant le détournement des fonds fiduciaires. C'est très grave, a déclaré la conseillère en examinant mes documents. Avez-vous envisagé une action en justice? J'étudie toutes les options, ai-je répondu prudemment. Elle a hoché la tête. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, nous pouvons vous proposer un financement d'urgence temporaire pendant que vous résolvez cette situation. Cela ne couvrira pas tout, mais cela devrait vous aider pour les dépenses immédiates. C'était la première bonne nouvelle depuis des jours. Cet après-midi-là, j'ai également décroché un emploi à temps partiel à la librairie du campus. Le salaire minimum, mais c'était mieux que rien. Sur le chemin du retour vers mon dortoir, un plan prenait forme dans mon esprit. J'avais l'autorisation. J'avais les preuves. J'avais la supériorité morale. Cette nuit-là, j'ai rédigé une mise en demeure formelle à l'attention de ma tante et mon oncle en m'aidant d'un modèle du site d'aide juridique de l'université. J'ai détaillé les violations de la fiducie, documenté le détournement et exigé la libération immédiate des fonds destinés à mes études. Je l'ai envoyé à leurs adresses e-mail avec toutes les preuves en pièces jointes. La réponse de mon oncle Greg est arrivée en quelques heures, ne nous menace pas avec du jargon juridique que tu ne comprends pas. Nous avons tout fait pour toi. C'est comme ça que tu nous remercies? En lançant des accusations ridicules. Bonne chance pour payer un avocat sans argent.
Ma tante Stéphanie a enchaîné avec un appel émotionnel, nous sommes blessés que tu te retournes ainsi contre ta famille après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Tes parents seraient tellement déçus. Cette dernière phrase, invoquant mes parents pour me manipuler, fut ce qui dissipa enfin mes derniers doutes. Je leur avais donné une dernière chance de faire ce qui était juste. Ils avaient fait un autre choix. Je ferai de même. Le lendemain de la réception des réponses méprisantes de mon oncle et ma tante, je me suis réveillé avec un étrange sentiment de calme. L'anxiété et la colère qui m'avaient agité pendant des jours s'étaient cristallisées en détermination. J'allais récupérer ce qui me revenait de droit. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Tout d'abord, je devais être absolument certaine des aspects juridiques. En utilisant le Wi-Fi du campus, j'ai fait des recherches sur les lois d'accès aux comptes d'entreprise et sur les responsabilités fiduciaires. J'ai documenté méticuleusement chaque découverte, créant une piste numérique montrant que j'avais fait preuve de diligence. Entre les cours, j'ai visité le bureau d'aide juridique de l'université. Columbia proposait des consultations juridiques gratuites et limitées aux étudiants, généralement pour des questions de litige locatif ou des problèmes juridiques mineurs. Ma situation sortait de leur cadre habituel, mais l'étudiante en droit de permanence a accepté d'examiner mes documents. C'est complexe, a-t-elle admis en parcourant les extraits de testament et les relevés de compte. Mais d'après ce que vous m'avez montré, vous avez un dossier solide pour manquement aux devoirs fiduciaires. Votre tante et votre oncle étaient légalement obligés d'utiliser ces fonds fiduciaires pour vos études. Qu'en est-il de l'accès au compte de l'entreprise, ai-je demandé prudemment. Si je suis toujours inscrite comme utilisatrice autorisée. Elle a hésité. C'est plus délicat. Techniquement, si vous avez une autorisation légitime, vous pouvez accéder au compte, mais l'intention compte. Je vous conseille vivement de consulter un avocat en exercice avant d'entreprendre toute action qui pourrait être interprétée comme des représailles. Je l'ai remercié et je suis parti, son avertissement résonnant encore dans mon esprit. Mais une représentation juridique professionnelle coûte de l'argent, précisément ce que je n'avais pas. Mon téléphone s'est immédiatement allumé de messages inquiets de parents qui m'avaient à peine adressé la parole depuis des années. La plupart prenaient les affirmations de mon oncle et ma tante pour argent comptant. Quelques-uns se montraient confus. Seule ma grand-mère, la mère de mon père, m'a demandé ma version de l'histoire. Je lui ai envoyé des copies de tout, le testament, les relevés de compte, les preuves de leurs achats de luxe et nos récents échanges de mets. Je me suis toujours posé des questions sur cet argent, a-t-elle répondu quelques heures plus tard. Ton père était méticuleux pour ce qui est de subvenir à tes besoins. J'aurais dû poser plus de questions quand Stéphanie et Greg ont soudainement agrandi leur entreprise. Je suis tellement désolé, Amber. Son soutien a renforcé ma détermination. Cette nuit-là, j'ai fait un inventaire détaillé des fonds détournés, calculant exactement combien avait été réservé pour mon éducation. Le total s'élevait à 151 237,82 $. Ce n'était pas la totalité des 152 476,33 $ que mon oncle Greg m'avait montré un jour sur un tableur, mais c'était suffisamment proche pour que j'aie confiance en mon calcul. Il ne s'agissait pas de les punir ou de prendre plus. Il s'agissait de récupérer précisément ce qui m'appartenait. L'étape suivante consistait à sécuriser les aspects techniques. J'ai changé tous mes mots de passe et configuré l'authentification à 2 facteurs sur chaque compte. J'ai créé des sauvegardes chiffrées de toutes les preuves. J'ai téléchargé l'application bancaire mobile qui me permettrait d'accéder à distance au compte de l'entreprise. Tout au long de cette préparation, j'ai continué à suivre mes cours, à faire mes devoirs et à travailler à la librairie. Mes professeurs ont souligné ma concentration et mon engagement, sans se douter de la double vie que je menais. Julia a remarqué mes nuits tardives, mais a supposé que j'étudiais. « Tu es si dévoué », m'a-t-elle dit un soir avec admiration. Personnellement, je peux à peine rester éveillé pendant les lectures obligatoires. J'ai forcé un sourire. J'essaie juste de ne pas prendre de retard. Le jeudi soir, une semaine après avoir découvert la vérité sur mon fond, j'ai reçu une visite inattendue. Tyler s'est présenté à mon dortoir, visiblement mal à l'aise dans cet environnement universitaire. « Maman et papa ne savent pas que je suis là », a-t-il dit alors que nous étions assis sur un banc à l'extérieur de ma résidence universitaire. « Ils pensent que je suis à l'entraînement de basket. »« Pourquoi es-tu venu ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. Tyler et moi n'avions jamais été particulièrement proches. Il a frotté sa chaussure contre le trottoir.
Ils ne font que se disputer depuis que tu es parti. Papa flippe à cause d'un truc avec les comptes de l'entreprise. Maman n'arrête pas de dire qu'il devrait juste te donner un peu d'argent pour te faire taire. Il a levé les yeux vers moi. Qu'est-ce qui se passe vraiment, Amber? Je lui ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre, son expression passant du scepticisme au choc, puis à la colère. C'est tellement tordu, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je n'en avais aucune idée. Je veux dire, je savais que le chalet et le bateau coûtaient cher, mais je pensais que l'entreprise tournait super bien. C'était le cas, ai-je confirmé, mais pas assez pour justifier de telles dépenses tout en me privant de mon fonds universitaire. Il est resté silencieux un moment. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai étudié son visage, évaluant ce que je pouvais lui révéler. Tyler était encore un enfant à bien des égards, pris entre ses parents et son sens du bien et du mal. Je vais faire le nécessaire pour pouvoir rester à l'école, ai-je dit finalement. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Il a hoché la tête lentement. Je pense que mes parents ont tort sur ce coup-là, mais ils restent mes parents. Je comprends, ai-je dit, et c'était vrai. Tu n'as pas à choisir de camp. Après le départ de Tyler, je me suis senti à la fois réconforté par sa visite et plus sûr de ma démarche. Même leur propre fils reconnaissait l'injustice, bien que sa loyauté soit naturellement partagée. Cette nuit-là, j'ai finalisé mon plan. Le lendemain matin à 8 heures, à l'ouverture de la banque mais avant celle du magasin de meubles, j'accéderai au compte d'exploitation joint. Je transférerai exactement 151 237,82 $ vers un nouveau compte que j'avais ouvert dans une autre banque. Je documenterai tout minutieusement et je leur laisserai un décompte détaillé de ce que j'avais prélevé et pourquoi. J'ai à peine dormi, oscillant entre la conviction de faire le choix juste et la terreur de commettre une erreur catastrophique. Vers 4 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur une dernière fois et j'ai écrit dans mon journal, je n'ai jamais voulu en arriver là. Tout ce que je demandais, c'était ce que mes parents avaient prévu pour moi, cette éducation à laquelle ils attachaient tant de valeur. Ma tante Stéphanie et mon oncle Greg ont fait un choix lorsqu'ils ont pris mon fonds. Maintenant, je fais le mien. Ce n'est pas du vol. C'est de la récupération. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Et après-demain, quoi qu'il arrive, je saurai que je me suis défendu quand personne d'autre ne le faisait. J'ai refermé l'ordinateur portable et j'ai fini par sombrer dans un sommeil agité, mon réveil étant réglé sur 7h30. La lumière du matin filtrait à travers les stores de ma chambre universitaire lorsque mon réveil a sonné à 7h30. Julia dormait encore, ses légers ronflements offrant un arrière-plan banal à ce que j'apprêtais à faire. J'ai rapidement coupé le réveil et je me suis assise, surprise de voir à quel point j'avais les idées claires malgré le peu d'heures de sommeil. C'était l'instant décisif, le point de non-retour. Je me suis douché et habillé avec un soin délibéré, choisissant un chemisier et un pantalon à l'allure professionnelle plutôt que la tenue étudiante typique. Si cette journée devait se terminer par des conséquences juridiques, je voulais au moins ressembler à quelqu'un qui avait traité le sujet avec sérieux. À 7h55 précise, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le magasin n'ouvrait qu'à 10h, et mon oncle Greg vérifiait rarement les comptes avant son café du matin à 9h30. Il y a un narrow window of opportunity. Tout d'abord, je me suis connecté à ma messagerie et j'ai envoyé un message pré-rédigé à ma tante et mon oncle, j'exerce mon droit de récupérer les fonds destinés à mon éducation conformément au testament de mes parents. Un décompte complet du montant exact et les pièces justificatives sont joints. Je reste une utilisatrice autorisée sur les comptes de l'entreprise puisque vous n'avez jamais révoqué mon accès après mon travail d'été. Je ne prends que ce qui me revient de droit, ni plus, ni moins. J'ai joint en PDF toutes les preuves que j'avais rassemblées, les extraits du testament, les dispositions de la fiducie, les relevés des fonds détournés et un tableur montrant mes calculs pour un total de 151 237,82 $. Ensuite, je me suis connecté au système de comptabilité FastBooks Pro et j'ai créé une nouvelle écriture de journal intitulée « Récupération des fonds fiduciaires d'éducation AM », accompagnée de notes détaillées expliquant la transaction. Cela garantirait une traçabilité claire au sein de leur propre système. À 8h pile, je me suis connecté au portail professionnel de la First Regional Bank à l'aide de mes identifiants toujours actifs. Mon cœur battait la chamade alors que je naviguais vers la section des transferts. Le compte d'exploitation joint affichait un solde de 382 456,19 $,
ce qui était plus que suffisant pour couvrir mes besoins sans perturber leur capacité à payer les salaires ou les fournisseurs. J'ai saisi soigneusement le montant du transfert, 151 237,82 $. Pas un centime de plus. Dans le champ de motifs, j'ai écrit « Récupération des fonds fiduciaires d'éducation détournés selon le testament d'Élise et Frank Mitchell ». Mon doigt flottait au-dessus du bouton de validation. Allais-je vraiment faire cela? Y avait-il une autre solution? J'ai pensé à mes parents. À quel point ils avaient travaillé dur, à quel point ils avaient planifié mon avenir avec soin. J'ai pensé à ma tante et mon oncle profitant de leur chalet au bord du lac tout en me répétant qu'il n'y avait pas assez d'argent pour mes études. J'ai pensé au SMS dédaigneux de mon oncle Greg, « Tu devrais peut-être reporter d'1 an ». J'ai cliqué sur valider. Le système m'a demandé mon jeton de sécurité, un code à 6 chiffres provenant de l'application d'authentification de mon téléphone. Je l'ai saisi d'un doigt ferme. Transfert en cours de traitement, indiquer l'écran, avant de passer à « Transfert effectué ». Confirmation numéro TR202310118-7842. C'était fait. J'ai rapidement pris des captures d'écran de la page de confirmation et je les ai enregistrées sur mon espace de stockage cloud sécurisé. Ensuite, je me suis connecté à mon nouveau compte bancaire pour vérifier que le transfert entrant était en attente. Il était 8h07. 7 minutes pour changer potentiellement le cours de ma vie à jamais. Ensuite, j'ai envoyé des emails aux 3 principaux partenaires commerciaux avec lesquels Mitchell & Custom Furniture travaillait. Je les avais tous rencontrés lors de mon travail au magasin et j'avais leurs coordonnées. Je souhaitais vous informer d'un problème familial qui pourrait temporairement affecter les opérations de l'entreprise, ai-je écrit. Il y a eu une récupération de fonds contestés liés à la succession de mes parents. Cela ne devrait pas affecter vos relations avec la société, mais par souci de transparence, je tenais à vous en informer au cas où il y aurait de brèves perturbations à court terme. Professionnel, factuel, non diffamatoire. J'ai veillé à ne pas formuler d'accusation ni à nuire à la réputation de l'entreprise. Enfin, j'ai envoyé une notification au service des fraudes de la First Regional Bank. La présente est pour vous informer que moi, Amber Mitchell, ai effectué aujourd'hui un transfert depuis le compte d'exploitation de Mitchell & Custom Furniture sur lequel je suis une utilisatrice autorisée. Ce transfert récupère des fonds qui étaient détenus en fiducie pour mon éducation. Je prévois que les titulaires principaux du compte puissent contester cette transaction. Je fournis les documents démontrant qu'il s'agissait d'une récupération légitime de fonds fiduciaires détournés, et non d'une activité frauduleuse. J'ai joint les mêmes preuves que celles envoyées à ma tante et mon oncle. À 8h25, tout était terminé. J'ai refermé mon ordinateur portable, expiré lentement et attendu. Le premier appel est arrivé à 9h42. Mon oncle Greg. Je l'ai laissé passer sur la messagerie vocale. Son message était explosif. Qu'est-ce que tu as foutu bordel? Tu as intérêt à annuler ça tout de suite ou j'appelle la police. C'est du vol. 3 autres appels ont suivi en succession rapide. Je les ai tous ignorés, mais j'ai écouté les messages vocaux de plus en plus frénétiques. À 10h17, j'ai reçu un email de la First Regional Bank accusant réception de mes documents et m'informant qu'ils avaient temporairement bloqué toutes les transactions du compte de l'entreprise en attendant la résolution du litige. Cela ne faisait pas partie de mon plan. J'avais seulement l'intention de récupérer mes fonds, pas de geler toute leur activité. Mais il était logique que la banque prenne des mesures de précaution. À 10h30, j'ai décidé de répondre au 5e appel de mon oncle Greg. « Comment oses-tu » a-t-il commencé à crier immédiatement. J'ai seulement pris ce qui m'appartenait, ai-je interrompu, gardant une voix calme et ferme. L'argent que mes parents ont laissé spécifiquement pour mes études. Tu as bloqué l'intégralité de notre compte, a-t-il hurlé. On ne peut pas verser les salaires. On ne peut pas payer les fournisseurs. C'est la décision de la banque, pas la mienne, ai-je expliqué. Je leur ai fourni des documents prouvant que je ne faisais que récupérer des fonds fiduciaires détournés. Une fois qu'ils auront vérifié cela, ils lèveront probablement le blocage. C'est illégal. C'est du vol. J'appelle notre avocat sur le champ. Je vous en prie, faites-le, ai-je répondu. Je suis sûr qu'il sera très intéressé de voir comment vous avez violé votre devoir fiduciaire en utilisant ma fiducie d'études pour des achats personnels comme votre chalet de vacances et votre bateau. Cela l'a fait hésiter. Comment tu? J'ai tous les relevés, oncle Greg. Chaque transfert,
chaque achat, chaque mensonge. Je vous en ai envoyé des copies ce matin. Espèce de petite ingrate. Il s'est interrompu. Je l'entendais respirer lourdement. Nous t'avons tout donné. Un foyer, des vêtements, de la nourriture. Mes parents ont payé tout cela à l'avance, ai-je rétorqué. Et vous avez pioché dans ce qui restait pendant des années. Je n'ai pas pris un centime de plus que ce qui était prévu pour mon éducation. Il a changé de tactique. Ta tante est effondrée. Elle pleure toutes les larmes de son corps. C'est ça que tu voulais. Cette tentative de manipulation émotionnelle aurait pu fonctionner une semaine plus tôt. Plus maintenant. Ce que je voulais, c'était aller à l'université sans que l'on me vole mon avenir le jour de mon emménagement. Ce que je voulais, c'était que vous honoriez les volontés de mes parents. Ce que je voulais, c'était pouvoir faire confiance à ma famille. Le silence s'est installé entre nous. Si tu annules ça, a-t-il finalement dit, la voix plus basse, nous pourrons trouver un arrangement. Un plan de paiement pour tes frais de scolarité, peut-être. Non, ai-je répondu fermement. Je ne crois plus à vos promesses. Les fonds sont là où ils doivent être désormais, pour garantir mon éducation, comme mes parents le souhaitaient. Ce n'est pas fini, a-t-il prévenu avant de raccrocher. Mon téléphone a retenti presque aussitôt. Tante Stéphanie, cette fois. J'ai répondu, me préparant au choc. Comment as-tu pu nous faire ça, a-t-elle sangloté. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne fais que prendre ce qui était déjà à moi, ai-je expliqué à nouveau. As-tu la moindre idée de ce que cela va faire à l'entreprise, à notre réputation dans la communauté? Cela dépend de la façon dont vous décidez de gérer cela, ai-je souligné. Cela peut se régler discrètement et professionnellement, ou devenir très public. C'est vous qui décidez. Tes parents auraient honte de toi, a-t-elle dit froidement. L'accusation a fait plus mal que je ne l'aurais cru, mais je suis resté ferme. Mes parents voulaient que je fasse des études. Ils ont pris des dispositions spécifiques dans leur testament pour cela. Je ne fais qu'honorer leurs souhaits. La conversation s'est terminée à peu près comme celle avec mon oncle Greg, par des menaces et des récriminations. Mais sous la colère, j'ai perçu autre chose. De la peur. Ils se savaient acculés par les preuves de leurs méfaits. Tout au long de la journée, les messages de membres de la famille ont afflué. La plupart prenaient le parti de mon oncle et ma tante, n'ayant entendu que leur version des faits. Quelques-uns posaient des questions, semblant ne pas trop savoir quoi croire. Ma grand-mère m'a envoyé un simple SMS, tiens bon. Ton père serait fier de toi. En début de soirée, la situation avait empiré. Mon oncle Greg avait bel et bien contacté leur avocat, qui m'a envoyé une mise en demeure formelle exigeant la restitution des fonds qualifiés de « volés » et me menaçant de poursuites judiciaires. Je l'ai transmise au bureau d'aide juridique pour obtenir des conseils. L'étudiante en droit qui m'avait aidé précédemment a répondu en quelques heures, leur plainte est affaiblie par les dispositions de la fiducie dans le testament de vos parents. Votre statut documenté d'utilisatrice autorisée sur le compte affaiblit également considérablement leur dossier. Cela dit, attendez-vous à ce qu'ils contestent cela. Souhaitez-vous que je vous oriente vers un avocat qui pourrait accepter de prendre votre dossier avec des honoraires conditionnels? J'ai accepté volontiers l'orientation. Pendant ce temps, Tyler m'a envoyé un message depuis un nouveau numéro, j'ai réussi à me procurer un téléphone prépayé. Les parents m'ont pris le mien quand ils ont appris que j'étais venu te voir. C'est le chaos à la maison. Mon père n'arrête pas de répéter qu'il va te détruire même si c'est la dernière chose qu'il fait. Fais attention à toi. Cet avertissement était inquiétant, mais pas surprenant. J'ai remercié Tyler et l'ai assuré que j'avais pris mes précautions pour la nuit. Julia a remarqué ma distraction. Tout va bien? Tu es sur ton téléphone sans arrêt. Des histoires de famille, ai-je répondu, ce qui n'était pas un mensonge. C'est compliqué. Je comprends, a-t-elle compati. Mes parents ont divorcé quand j'avais 12 ans, et ça a été la Troisième Guerre mondiale pendant des années. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai hoché la tête avec gratitude, touché par sa sollicitude bien qu'elle ne connaisse pas toute l'histoire. Alors que j'essayais de m'endormir cette nuit-là, mon téléphone a vibré, signalant un email. Il provenait de la First Regional Bank, après examen de la documentation fournie par toutes les parties, nous avons déterminé que le transfert contesté semble être lié à une affaire de fiducie privée plutôt qu'à une activité de compte frauduleuse. En conséquence,
nous avons levé le gel sur le compte d'exploitation de l'entreprise. Cependant, nous recommandons à toutes les parties de consulter un conseiller juridique approprié pour résoudre cette affaire de manière définitive. C'était une petite victoire. La banque n'annulait pas mon transfert, du moins pas dans l'immédiat. Et je savais que la bataille était loin d'être terminée. Le dernier SMS de la journée de mon oncle Greg le confirmait, « Tu t'es fait un ennemi puissant aujourd'hui. J'espère que l'université t'apprendra à survivre à ce qui t'attend. » Malgré cette menace, j'ai étonnamment bien dormi. Pour la première fois depuis le jour de mon emménagement, j'avais le sentiment de contrôler mon avenir. Peu importe ce qui allait suivre, je l'affronterais en sachant que je m'étais défendu. Le lendemain matin du transfert, mon phone a commencé à sonner à 7 heures avec un numéro inconnu. J'ai rejeté l'appel et j'ai plutôt vérifié mes emails. Ma boîte de réception contenait 3 messages de partenaires commerciaux de Mitchell S Custom Furniture, tous inquiets de la situation. Marco Diaz d'Artisan Haute Supplier écrivait, « J'ai reçu un appel bizarre de Greg ce matin au sujet de problèmes de compte. Il dit qu'il pourrait y avoir des retards de paiement. Est-ce que tout va bien dans l'entreprise ?» Des messages similaires de leurs fournisseurs de cuir d'ameublement et de leurs partenaires logistiques indiquaient que mon oncle Greg gérait déjà les retombées de mes actes. Bien que je n'ai pas eu l'intention de perturber l'activité de l'entreprise, c'était une conséquence inévitable. J'ai répondu à chaque message de manière professionnelle, en réitérant qu'il s'agissait d'une affaire de fiducie familiale qui devrait être résolue rapidement. J'ai insisté sur le fait que l'entreprise elle-même restait solvable et opérationnelle. Alors que je me préparais pour mon cours d'économie de 9 heures, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était le téléphone prépayé de Tyler. « Amber, c'est de la folie ici », a-t-il dit d'une voix feutrée. Papa a passé toute la matinée au téléphone avec les fournisseurs et la banque. Maman appelle tout le monde dans la famille pour leur dire que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Est-ce que ça va, ai-je demandé, inquiète de l'impact de la situation sur lui. Ouais, je reste à l'écart, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Papa dit qu'il va prendre la route pour aller sur ton campus aujourd'hui afin de régler les choses en personne. Je me suis dit que tu devais le savoir. Mon estomac s'est noué. Merci pour l'avertissement. Quand compte-t-il venir ? Après avoir réglé une urgence professionnelle. Probablement en début d'après-midi. J'ai remercié Tyler et j'ai immédiatement contacté la sécurité du campus. J'ai expliqué que j'avais un conflit familial d'ordre financier et que j'avais des raisons de penser que mon oncle viendrait sur le campus pour me confronter. Je ne voulais pas porter plainte formellement, mais j'ai demandé s'il pouvait être vigilant. Nous pouvons poster un agent à proximité de votre résidence universitaire cet après-midi, m'a assuré l'officier de sécurité. Et vous pourrez nous appeler directement s'il arrive et que vous vous sentez mal à l'aise. J'ai également alerté Maëra, sans entrer dans les détails, en lui signalant que je risquais d'avoir une visite familiale difficile et que j'apprécierais sa présence au besoin. Ces précautions prises, j'ai essayé de me concentrer sur mes cours, mais mon esprit revenait sans cesse à la confrontation imminente. Pendant le déjeuner au café du campus, j'ai reçu une série de SMS de la part de la famille élargie. Ma cousine Brooke, tante Stéphanie dit que tu leur as volé de l'argent. Qu'est-ce qui se passe ? La sœur de ma maman, tante Diane, dont j'avais rarement des nouvelles, très inquiète de ce que nous apprenons. S'il te plaît, appelle-nous. Le frère de mon père, mon oncle Paul, je me suis toujours posé des questions sur la façon dont Greg et Stéphanie ont géré la succession de tes parents. Fais-moi savoir si tu as besoin de soutien. J'ai répondu en premier à mon oncle Paul, reconnaissante pour cet allié inattendu. Je lui ai envoyé les mêmes documents qu'aux autres, et il a répondu presque immédiatement, cela confirme mes soupçons. Ton père n'aurait jamais voulu que son argent durement gagné soit dépensé dans les jouets de Greg alors que tes études restaient non financées. Je suis à tes côtés. En début d'après-midi, alors que j'étais assise à la bibliothèque entre deux cours, mon téléphone a vibré, un appel de la réception principale de ma résidence universitaire. Mademoiselle Mitchell, un certain Gregory Mitchell demande à vous voir. Il dit qu'il est votre oncle. Bien que je m'y attende, mon cœur s'est emballé. Oui, j'attendais sa visite. Pourriez-vous s'il vous plaît prévenir la RA de garde comme convenu ce matin ? Je descends dans 5 minutes. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai pris un moment pour me recentrer. Cette confrontation était inévitable, mais c'est moi qui déciderai de la façon dont elle se déroulerait. Quand je suis arrivé dans le hall, mon oncle Greg faisait les 100 pas avec impatience. Un agent de sécurité du campus se tenait discrètement près de l'entrée,
et Jessica, Mayra, étaient derrière le bureau de réception. Mon oncle Greg m'a repéré et s'est avancé, le visage rouge de colère. Amber, nous devons parler en privé. Nous pouvons parler ici, ai-je dit calmement, en lui indiquant un petit coin salon dans l'angle du hall. C'est une affaire de famille, a-t-il insisté à travers ses dents serrées. Ce n'est pas un sujet de discussion publique. Je ne quitterai pas ce bâtiment avec vous, ai-je déclaré fermement. Soit nous parlons ici, soit pas du tout. Il a jeté un coup d'œil à l'agent de sécurité, le remarquant apparemment pour la première fois, puis m'a suivi à contre-cœur vers le salon. Tu dois réparer ça, a-t-il commencé immédiatement, en gardant une voix basse mais intense. La banque a débloqué notre compte, mes 3 fournisseurs exigent un paiement immédiat à cause de ton petit coup d'éclat par email. Notre réputation est en jeu. Il ne s'agit pas de votre réputation, les jeux interrompus. Il s'agit des fonds fiduciaires que vous avez détournés. Nous n'avons rien détourné du tout, a-t-il sifflé. Nous avons géré ces fonds comme nous l'entendions, ce qui était notre droit en tant que fiduciaire. Le testament précisait que l'argent était pour mes études, ai-je rétorqué. Pas pour votre chalet, votre bateau ou vos voitures de luxe. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Tu n'as aucune preuve. J'ai le relevé de chaque transaction des 10 dernières années, ai-je dit. Chaque transfert de mon fonds d'études vers vos comptes personnels, chaque achat majeur. Voulez-vous que je vous montre? Il est resté silencieux, m'évaluant à nouveau. Je n'étais pas la nièce docile qu'il avait espéré manipuler par sa seule présence. Écoute, a-t-il finalement dit, en adoptant un ton plus raisonnable. Nous pouvons régler cela. Peut-être avons-nous été un peu trop excessifs dans certaines de nos dépenses. Mais geler notre compte et contacter nos partenaires commerciaux était totalement injustifié. Je n'ai pas gelé votre compte. C'est la banque qui l'a fait par précaution. Et j'ai seulement contacté vos partenaires pour leur donner le contexte des éventuelles perturbations. Je me comportais de manière professionnelle. Professionnelle? A-t-il ricané. Il n'y a rien de professionnel dans le fait de voler. Récupérer, ai-je corrigé. Récupérer ce qui était déjà mien. Notre conversation a continué à tourner en rond ainsi pendant près de 30 minutes. Il alternait entre menaces, appels à la loyauté familiale et timides propositions de compromis. Je suis resté inflexible. Cet argent était légitimement le mien, et je n'avais pris que ce qui était spécifiquement destiné à mon éducation. Finalement, voyant qu'il ne progressait pas, mon oncle Greg s'est levé. Ce n'est pas fini, Amber. Loin de là. Nous avons contacté notre avocat et tu entendras bientôt parler de lui. J'ai hâte d'expliquer à un juge comment, exactement, vous avez dépensé mon fonds d'études, ai-je répondu calmement. Alors qu'il sortait en trombe, Jessica s'est approchée de moi. Est-ce que ça va? C'était plutôt intense. Ça va, les jeux assurés, bien que mes mains tremblent légèrement. Des histoires de famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, a-t-elle proposé. De retour dans ma chambre, j'ai trouvé Julia qui triait ses vêtements. Et, c'était ton père que j'ai vu dans le hall? Il avait l'air plutôt contrarié. Mon oncle, ai-je corrigé. Et oui, nous avons un différend au sujet de questions financières familiales. Elle a hoché la tête sans insister pour avoir des détails. Bon, je vais à la bibliothèque. Tu veux venir? Ça te changera les idées. J'ai décliné poliment, ayant besoin de temps pour digérer cette confrontation. Une fois seul, j'ai appelé l'avocate recommandée par le bureau d'aide juridique, Marissa Thornton, spécialisée dans les litiges de fiducie. D'après ce que vous me dites et les documents que vous avez fournis, a-t-elle déclaré après avoir écouté mon histoire, vous avez de solides arguments prouvant que votre oncle et votre tante ont manqué à leurs devoirs fiduciaires. Cependant, la façon dont vous avez récupéré les fonds est peu orthodoxe. Était-ce illégal? Ai-je demandé directement. Pas clairement, compte tenu de votre statut d'utilisatrice autorisée sur le compte, a-t-elle expliqué. En fait, c'est assurément dans une zone grise qu'un juge pourrait interpréter différemment selon les circonstances. Cela dit, je pense que nous pouvons défendre vos actions au vu des preuves de leur détournement. Elle a accepté de me représenter si des poursuites judiciaires officielles commençaient, en me proposant un tarif réduit compte tenu de ma situation financière. Ce soir-là, Tyler a rappelé. Maman s'est présentée à l'école et m'a sorti de cours plus tôt. Elle dit que nous devons faire front commun en famille contre toi.
Ils parlent de déposer une plainte à la police pour vol. Ils ne le feront pas, ai-je dit avec plus d'assurance que je n'en avais réellement. Une plainte à la police rendrait tout public, y compris la façon dont ils ont dépensé l'argent de la fiducie. Leur avocat le leur déconseillera. Le lendemain a apporté un rebondissement que je n'avais pas prévu. Mon oncle Greg avait apparemment contacté l'administration de Columbia, affirmant que je traversais une crise de santé mentale et réclamant leur intervention. J'ai été convoqué au bureau de la vie étudiante où une conseillère inquiète m'a expliqué la situation. Votre oncle a exprimé de graves inquiétudes concernant votre bien-être et vos capacités de décision. Je n'en doute pas, ai-je dit, incapable de masquer l'amertume dans ma voix. Je lui ai ensuite fourni les mêmes documents que ceux montrés aux autres, les extraits de testament, les relevés de fonds détournés, le compte-rendu de consultation juridique. Je vois, a-t-elle déclaré après avoir examiné les pièces. Cela ressemble à un conflit juridique plutôt qu'à un problème de santé mentale. Bien que nous soyons toujours là pour veiller à votre bien-être, l'université n'interviendra pas dans ce qui semble être un dossier juridique privé. Un sentiment de soulagement m'a envahi. La tentative de mon oncle Greg d'utiliser l'université contre moi avait échoué. Plus tard dans la journée, une lettre officielle de leur avocat est arrivée, exigeant la restitution des fonds et menaçant d'une plainte pour détournement d'actifs commerciaux si je ne m'exécutais pas sous 72 heures. Je l'ai transmise à Marissa, qui a réagi rapidement, comme prévu, ne vous inquiétez pas, leur position est faible au vu des preuves. Je vais rédiger une réponse expliquant pourquoi leur demande est injustifiée et exposant notre demande reconventionnelle pour manquement aux devoirs fiduciaires. Au cours des jours suivants, la situation a évolué rapidement. Plusieurs autres membres de la famille m'ont contacté après avoir reçu les documents de la part de ma grand-mère ou de mon oncle Paul, qui étaient tous deux devenus de fervents défenseurs de ma cause. L'opinion familiale commençait à basculer. Pendant ce temps, je me concentrais sur mes cours et mon travail, refusant de laisser cette situation saboter mes études, la chose même que j'avais tant lutté pour garantir. Une semaine après le transfert, j'ai reçu un email inattendu de ma tante Stéphanie, Amber, cette situation a pris des proportions démesurées. Greg est obsédé par l'idée de te combattre, mais notre avocat nous a prévenu que notre position n'est pas aussi solide que nous le pensions. Serais-tu prête à discuter d'un accord ? Nous voulons résoudre cela sans causer de dommages supplémentaires à la famille ou à l'entreprise. J'ai consulté Marissa avant de répondre, je suis ouverte à la discussion, mais toute résolution doit garantir la sécurité du financement de mes études et réparer l'abus de confiance. Je suggère que nous nous rencontrions en présence de nos représentants légaux respectifs. 2 jours plus tard, nous nous sommes réunis dans une salle de conférence du cabinet de Marissa. Mon oncle Greg, ma tante Stéphanie et leur avocat étaient assis en face de Marissa et de moi. Le tension était palpable. Leur avocat a pris la parole en premier, nos clients reconnaissent qu'il y a pu avoir quelques irrégularités dans la gestion des fonds fiduciaires. Cependant, ils soutiennent qu'en tant que fiduciaires, ils disposaient d'un certain pouvoir discrétionnaire. Le testament stipulait explicitement que les fonds étaient destinés à l'éducation d'Amber, a rétorqué Marissa. Il n'y avait aucun pouvoir discrétionnaire leur permettant de les utiliser pour des achats personnels ou des investissements commerciaux. Après des heures de négociation, nous sommes parvenus à un projet d'accord. Je conserverai les fonds récupérés pour mes études. Il reconnaîtrait par écrit que ces fonds représentaient le versement intégral et régulier de la fiducie éducative de mes parents. En échange, je signerai un accord de confidentialité sur le litige et je retirerai mes documents des dossiers de leurs partenaires commerciaux. Alors que nous passions en revue le projet d'accord, mon oncle Greg a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle, nous aurons besoin d'un droit de regard sur la façon dont ces fonds sont dépensés, a-t-il insisté. Afin de nous assurer qu'ils soient correctement utilisés pour ses études. Absolument pas, a répondu Marissa avant même que je puisse le faire. Ma cliente est majeure. Ces fonds lui appartiennent et c'est à elle de les gérer, comme cela aurait dû être le cas le jour de ses 18 ans. Ma tante Stéphanie a posé une main protectrice sur le bras de mon oncle Greg alors qu'il ouvrait la bouche pour protester. Laisse tomber, Greg. C'est fini. Toute combativité a semblé le quitter soudainement. Il paraissait plus vieux que je ne l'avais jamais vu, rattrapé par les conséquences de ses actes. Alors que nous nous apprêtions à signer l'accord, je les ai regardés bien en face tous les deux. Ce n'est jamais ce que j'ai voulu. Tout ce que je vous demandais, c'était d'honorer ce que mes parents avaient prévu. Mon oncle Greg a refusé de croiser mon regard, mais ma tante Stéphanie m'a regardé avec un mélange de ressentiment et de ce qui ressemblait à de la honte. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux,
a-t-elle dit faiblement. Pour vous-même, ai-je corrigé doucement. Pas pour moi, et pas pour ce que mes parents voulaient. Sur ce, nous avons signé l'accord. La bataille juridique était terminée, mais les blessures familiales mettraient bien plus de temps à guérir, si tant est qu'elles guérissent un jour. Un mois après la signature de l'accord, j'étais assise sur un banc surplombant la place principale de Columbia, regardant les étudiants se dépêcher pour aller en cours ou se prélasser sur la pelouse en profitant du soleil d'automne. Ma propre vie avait enfin trouvé un semblant de normalité, assister aux cours, travailler à la librairie, me faire des amis et préparer les examens de mi-semestre. Les fonds de la fiducie de mes parents étaient désormais sous mon contrôle exclusif, soigneusement budgétisés sur 8 semestres, avec des parts allouées au logement, aux repas, aux livres et aux dépenses d'urgence. Après des années d'incertitude, je trouvais un profond réconfort dans cette stabilité financière et cette indépendance. Mes relations avec ma tante et mon oncle restaient tendues, limitées à de brefs emails formels concernant les affaires de famille indispensables. Ils avaient gardé leur distance depuis l'accord, sans s'excuser ni chercher à se réconcilier. L'entreprise s'était apparemment remise de la perturbation temporaire, bien que mon oncle Paul m'ait mentionné qu'ils avaient vendu le bateau et mis le chalet en vente. Tyler et moi communiquions régulièrement grâce à son nouveau téléphone officiellement autorisé. D'abord pris au piège au milieu de ce conflit, il avait peu à peu compris ma position. « Papa ne parle jamais de ce qui s'est passé », m'a-t-il dit lors de notre dernier appel. Mais maman a dit quelque chose à propos d'une dure leçon sur les conséquences. Je pense qu'ils savent qu'ils ont déconné, même s'ils ne l'admettront jamais. Le développement le plus inattendu est survenu 3 semaines après l'accord, lorsque j'ai reçu un colis de ma grand-mère. À l'intérieur se trouvait un paquet de lettres attachées par un ruban bleu délavé, des lettres que ma mère m'avait écrites avant ma naissance et durant ma petite enfance. Stéphanie était censée te les donner il y a des années, expliquait le mot de ma grand-mère. Je les ai trouvées en les aidant à vider leur grenier la semaine dernière. Ta place est avec elle. Lire les mots de ma mère, ses espoirs pour mon avenir, sa foi inébranlable en l'importance de l'éducation, ses rêves pour la femme que je pourrais devenir. Tout cela m'a apporté à la fois des larmes salvatrices et un sentiment de renouveau. Un passage m'a particulièrement marqué. Quel que soit le chemin que tu choisiras, ma chérie, l'éducation t'ouvrira des portes que rien d'autre ne pourra ouvrir. Ton père et moi avons dû travailler si dur pour avoir nos chances. Nous voulons que les tiennes se présentent plus facilement, c'est pourquoi nous planifions si soigneusement ton avenir dès maintenant. Le savoir est le seul héritage qu'on ne pourra jamais te retirer. L'ironie de ces mots ne m'a pas échappé. Mes parents avaient en effet planifié les choses avec soin. Ce sont les exécuteurs de leur volonté qui avaient failli. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai repris contact avec plusieurs anciens amis de mes parents qui s'étaient manifestés après avoir entendu parler de notre différend. Ils ont partagé des histoires que je n'avais jamais entendues, des photos que je n'avais jamais vues, et des perspectives sur mes parents que mon oncle et ma tante ne m'avaient jamais présentées. À travers ces échanges, j'ai commencé à reconstituer un portrait plus complet de ce qu'avaient été mes parents, non seulement en tant que père et mère, mais aussi en tant qu'amis, collègues et membres de la communauté. La docteure Harris, la thérapeute fournie par l'université, m'a aidé à analyser les émotions complexes liées à toute cette expérience. Ce que vous décrivez est une perte cumulée, a-t-elle expliqué au cours d'une séance. Je ressens encore de la colère parfois, ai-je admis, pas seulement à cause de l'argent, mais à cause de la façon dont ils ont essayé de contrôler mon avenir. Cette colère est légitime, m'a-t-elle assuré. La question est de savoir si le fait de t'y accrocher sert ta croissance personnelle ou s'il lui fait obstacle. Cette perspective m'a aidé à orienter mon processus de guérison. Je ne me forcerai pas à pardonner avant d'être prête, mais je ne laisserai pas non plus l'amertume définir mes années universitaires ou mes futures relations. Ma vie académique a été florissante malgré ce départ chaotique. Mes professeurs ont souligné ma concentration et mon investissement, et j'ai trouvé un intérêt tout particulier pour mes cours de droit des affaires, d'économie et d'éthique. L'expérience concrète que j'avais acquise à travers ma propre bataille juridique me donnait des clés de compréhension que les manuels scolaires à eux seuls ne pouvaient offrir. Vous devriez envisager de faire des études de droit, m'a suggéré mon professeur d'économie après avoir lu mon analyse d'une étude de cas. Vous avez un talent naturel pour identifier les dimensions éthiques des décisions financières. L'idée a résonné en moi plus que je ne m'y attendais. Peut-être qu'un jour, je pourrais aider d'autres personnes à naviguer dans les intersections complexes de la famille, de la finance et des obligations juridiques, transformant ainsi mon expérience douloureuse en quelque chose de constructif.
De nouvelles amitiés se sont formées naturellement une fois que je n'ai plus porté le fardeau secret de ma crise financière. Julia est restée ma plus proche amie sur le campus, mais je me suis également lié à d'autres camarades de classe qui partageaient mes intérêts pour la littérature, la randonnée et le travail communautaire. Ces relations, construites sur l'honnêteté plutôt que sur la nécessité, me semblaient d'une authenticité rafraîchissante. Lors d'une séance de groupe d'études fin octobre, je me suis retrouvé à expliquer les intérêts composés à deux camarades qui avaient du mal avec ce concept. « Tu es une bonne prof », a fait remarquer Zach, lui aussi en première année. Bien meilleur que le professeur Jenkins. J'ai dû apprendre ces notions très tôt, ai-je dit, avant d'ajouter une chose que je n'aurais pas partagée un mois auparavant. Mes parents sont morts quand j'étais jeune, et la gestion de leur fiducie m'a beaucoup appris sur la finance, parfois à mes dépens. Je suis désolé pour tes parents, a-t-il dit sincèrement. Mais c'est génial que tu aies transformé cette expérience en un savoir qui aide les autres. Sa remarque est restée gravée en moi, cristallisant quelque chose d'important. C'était à moi de définir comment mon histoire me façonnait. La douleur et la trahison étaient bien réelles, mais elles n'avaient pas à être le seul héritage de ce qui s'était passé. En novembre, j'ai posé des limites fermes avec les membres de la famille élargie qui avaient d'abord pris parti pour mon oncle et ma tante sans chercher à connaître ma version. Je suis ouverte à l'idée de reconstruire nos relations, ai-je écrit dans un email collectif, mais j'ai besoin que l'on reconnaisse à quel point il a été douloureux d'être jugé sans aucun fait réel. Beaucoup ont répondu par des excuses et des tentatives de reprise de contact. Certains sont restés distants. J'ai accepté ces deux issues avec un sentiment de paix grandissant, consciente que je ne pouvais pas contrôler les réactions des autres, seulement les miennes. Me tournant vers l'avenir, j'ai commencé à chercher des stages d'été en adéquation avec mon intérêt pour l'éthique des affaires et le droit des fiducies. J'ai aussi créé un petit fonds avec mes revenus de la librairie, mettant de côté quelques dollars chaque semaine en vue d'un objectif à long terme, créer une bourse d'études pour les étudiants qui ont perdu leurs parents et qui font face à des difficultés financières pour accéder à l'enseignement supérieur. Le montant était symbolique pour l'instant, à peine de quoi acheter un manuel scolaire, mais le fait de le créer représentait mon engagement à briser les cercles vicieux du contrôle financier et à offrir des opportunités à d'autres. Un soir de début décembre, alors que le semestre touchait à sa fin, je rentrais à mon dortoir après une session d'études tardive à la bibliothèque. Le campus était calme, la silhouette des bâtiments se découpait sur le ciel nocturne, et j'ai ressenti un soudain et puissant sentiment d'appartenance. Malgré tout ce qui s'était passé, ou peut-être grâce à cela, je savais avec certitude que j'étais exactement là où je devais être. Dans ma chambre, j'ai ouvert mon journal et écrit, il y a 10 ans, j'ai perdu mes parents. Il y a 4 mois, j'ai bien failli perdre mon avenir. Ce que j'ai gagné à travers cette épreuve est quelque chose que personne ne pourra m'enlever, savoir que je suis plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé, capable de me défendre même quand c'est terrifiant, et digne de l'avenir dont mes parents rêvaient pour moi. Le chemin à parcourir n'est pas encore parfaitement tracé, mais pour la première fois, il m'appartient véritablement. Non pas selon les attentes ou les limites imposées par ma tante et mon oncle, ni selon les contraintes financières dictées par l'avidité des autres, mais selon mes propres choix, mes valeurs et mes rêves. Mes parents ont pourvu à mon éducation parce qu'ils comprenaient sa force pour transformer des vies. En honorant leur volonté, j'ai non seulement assuré mon diplôme universitaire, mais j'ai également appris des leçons sur la justice. La défense de ses droits et l'estime de soi qu'aucune salle de classe n'aurait pu m'enseigner pleinement. L'argent n'a jamais été qu'une question d'argent. Il s'agissait du respect des volontés de mes parents, du respect de mon autonomie, et en fin de compte, du respect de cette vérité fondamentale selon laquelle nous sommes tous responsables de nos actes et de leurs conséquences. Je ne sais pas si ma tante et mon oncle comprendront un jour pleinement les dégâts causés par leur trahison, mais je comprends une chose essentielle, parfois, se battre pour la justice n'est pas une question de punition ou de vengeance, mais de rétablissement de l'équilibre et de respect d'intentions qui ont toujours été limpides. Quoi qu'il arrive, je l'affronte en sachant que ma propre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres me traitent, mais par l'intégrité avec laquelle je traverse les épreuves de la vie. J'ai refermé mon journal et j'ai regardé par la fenêtre le campus s'étendre en dessous. Mon voyage ne faisait que commencer, mais je le parcourais enfin selon mes propres règles. C'était peut-être cela, la plus précieuse des éducations. Alors, si vous m'avez suivi tout au long de cette histoire, j'aimerais beaucoup savoir, avez-vous déjà dû vous défendre face à quelqu'un en qui vous aviez confiance? Comment avez-vous trouvé le courage de le faire? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Si cette histoire a résonné en vous,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour découvrir d'autres récits sur le dépassement des épreuves et la recherche de sa propre voie. N'oubliez pas que parfois, les batailles les plus rudes nous enseignent les plus belles leçons sur notre propre force. Merci de m'avoir écouté et j'espère que mon parcours vous apportera un peu d'encouragement face aux défis que vous traversez.